Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Une vingtaine de minutes pour parler d'économie. Bonsoir, Madame, Messieurs. En mars 2018, lors d'une réunion historique de l'Union africaine à Kigali, au Rwanda, les États membres se sont convenus de créer une zone de libre-échange continentale africaine. Le démarrage officiel de cette zone en janvier 2021 a concrétisé une aspiration continentale majeure. Elle apparaît, cette zone, à tous les titres comme le programme économique le plus ambitieux de l'histoire depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. Depuis son lancement, les échanges transfrontaliers de biens et de services ne battent peut-être pas leur plein comme prévu, mais tout porte à croire que des progrès ont été accomplis. Alors, quels sont les enjeux de la ZLECAf, ses ambitions, ses défis? Mieux encore, les pays africains sont-ils réellement prêts à relever un tel challenge? Nous allons avoir les réponses à toutes ces questions, mais avant cela, vous connaissez la tradition. Dites-nous, c'est quoi la ZLECAf? Là? La ZLECAf, c'est ça, non? Non. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu que c'est une zone de libre-échange intercontinentale ou entre les continents. Non, je n'ai jamais entendu parler de ce nom. Non. Junior Premier est la voix de Écho de l'Écho. Alors Junior, dites-nous, qu'est-ce que la ZLECAf finalement? Bonsoir à tous. La zone de libre-échange continentale africaine est un projet de zone de libre-échange en cours de création sur l'ensemble du continent africain. Elle doit regrouper la zone tripartite de libre-échange qui doit inclure d'une part le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement d'Afrique australe, avec d'autre part la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union du Maghreb arabe et la communauté des États sahélo-sahariens. Il faut dire que l'objectif du projet est d'intégrer à terme l'ensemble des 55 États de l'Union africaine au sein de la zone de libre-échange. La décision de lancer le projet de zone de libre-échange continentale a été prise en janvier 2012 lors de la 18e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. Une vaste zone qui va permettre à l'Afrique de dynamiser son économie. Voilà Modeste. Pour le reste, je laisse notre invité vous en dire plus. Écho de l'Écho reçoit Simon Mével. Vous êtes expert au Centre africain pour la politique commerciale de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Madame Okome, merci beaucoup pour cette invitation, à vous et à Gabon 24. Très bien, merci à vous d'avoir répondu présent. Alors déjà, avant de nous parler de la ZLECAf et tout ça, dites-nous, on parle beaucoup de commerce intra-africain. Qu'est-ce que c'est de par sa définition? C'est très simple en fait. Si le commerce intra-africain est essentiellement les échanges qui ont lieu entre les pays africains sur le continent africain. Il se différencie des échanges entre l'Afrique et le reste du monde et la composition des échanges intra-africains est très différente de celle entre l'Afrique et le reste du monde. Par exemple, l'Afrique exporte essentiellement des matières premières, du pétrole vers les pays à l'extérieur du continent, alors que le commerce intra-africain est beaucoup plus diversifié et sophistiqué, avec davantage de biens manufacturés qui sont échangés au sein des pays africains.
La création de cette zone de libre-échange continentale africaine part d'une observation, c'est que les échanges sont assez médiocres. Comment est-ce qu'on explique cela pour un continent qui a autant de ressources, autant de richesses et des grandes puissances économiques telles que le Nigeria, le Ghana ou encore l'Afrique du Sud? Pourquoi on se retrouve avec un taux d'échange aussi faible? Mais tout d'abord, comme vous l'avez dit, il y a une demande très forte à l'extérieur du continent pour les produits africains, les produits pétroliers, les ressources naturelles. Et donc, ça explique aussi qu'environ 85% du commerce de l'Afrique est dirigé vers le reste du monde. Et là, l'autre explication est le fait qu'au sein du continent, il y a extrêmement de barrières aux échanges, que ce soit les tarifs, les droits de douane, sont conséquents en Afrique. Alors, ils ont baissé progressivement, notamment avec l'établissement, la mise en œuvre des communautés économiques régionales, mais entre les différents groupes, entre les différentes communautés économiques régionales, il reste des droits de douane qui sont importants. Et donc, la ZLECAf permettra de diminuer, voire supprimer pour la plupart des produits, ces droits de douane qui empêchent le commerce africain d'être stimulé comme il le devrait. Il y a aussi beaucoup de barrières non tarifaires. Le projet de la ZLECAf vise concrètement, et ça vous l'avez dit, à réduire les coûts des intrants et les dépenses de transport et de retard pour les exportateurs africains. On parle de la réduction de la pauvreté, de la lutte contre le chômage, tout un ensemble de bénéfices, et ça fait plaisir au peuple africain. Mais qu'est-ce qui peut faire l'efficacité de la mise en place de cette zone-là finalement? Comment réussir à ce que la ZLECAf atteigne tous les objectifs fixés dès le départ par les chefs d'État? Nous avons fait aussi à la CEA très récemment des évaluations d'impact sur la pauvreté et les inégalités en Afrique, et on se rend compte qu'effectivement, la ZLECAf permettrait une réduction de la pauvreté et des inégalités dans la plupart des pays d'Afrique. Cependant, cette baisse ne serait pas considérable si on en reste à l'accord tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, il y a un protocole sur les femmes et les jeunes qui est en train d'être négocié, qui est très important, parce que ce que l'on voit dans nos estimations, c'est que les personnes qui bénéficieraient le moins de l'accord de la ZLECAf sont les femmes vivant en milieu rural, vivant aussi du commerce informel et souvent avec un niveau d'éducation qui soit relativement faible. Et ces personnes-là seraient celles qui bénéficieraient le moins de l'accord. Et donc, du coup, il y a eu des négociations, elles sont toujours en cours, il faut le mentionner, elles ne sont pas terminées. J'indiquais l'accord sur les femmes et les jeunes dans le cadre de la ZLECAf. Il y a aussi un protocole sur le commerce digital, un autre sur l'investissement, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence, qui sont encore à négocier. Et donc, les négociations sont encore en cours. Maintenant, pour que les bénéfices puissent se matérialiser, il faut vraiment que la zone de libre-échange puisse être mise en œuvre de manière très efficace. Très bien. Alors, la ZLECAf a des enjeux. On sort d'une période de crise ou alors on traverse une période où il y a plein de crises, la crise alimentaire, la crise climatique, celle due à la crise en Ukraine, on parle de l'inflation et là, la ZLECAf pourrait jouer un rôle clé dans le développement du continent africain. Donc l'enjeu, il est capital. Qui sont les acteurs autour de la ZLECAf pour qu'on comprenne bien et qu'est-ce qu'implique la ZLECAf de façon simple? Est-ce que c'est pour dire que moi, ici au Gabon, je peux décider de prendre mon bois ou mon lait ou ma banane, décider de la vendre en Éthiopie par exemple, ou alors c'est un certain nombre de produits qu'on peut échanger? Qui échange quoi, avec qui et comment? Très bien, non, c'était en effet une excellente question. Et dans le monde idéal, on s'attendrait à ce que tout puisse être échangé quelque part sans entrave aux échanges au sein du continent africain. Ceci dit, il y a beaucoup de pays qui ont besoin aussi pour lesquels les recettes tarifaires sont importantes, notamment des petits pays. Et donc, du coup, il n'est pas prévu avec la ZLECAf d'éliminer les droits de douane sur tous les produits.
97% des lignes tarifaires qui existent verront leurs droits de douane éliminés avec la ZLECAf et donc 3% des lignes tarifaires seront préservées, ce qui veut dire que sur ces lignes tarifaires-là, les États membres peuvent les déterminer d'une manière stratégique pour continuer à pouvoir collecter des recettes tarifaires sur ces biens-là. Donc effectivement, il y a 29 pays qui ont déjà soumis leur liste, qui fournissent en fait la base sur lesquelles ils voudront commercer avec leurs partenaires africains. Et chacun doit déterminer sa liste. Alors on a à l'heure actuelle 54 pays signataires de l'accord, 44 pays ont ratifié l'accord et donc il faut que tous les pays qui ont ratifié l'accord soumettent leur liste pour indiquer sur quelle base ils veulent commercer avec les autres pays du continent africain. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi. Il y a aussi des listes d'engagement dans les services. Il est très important que les services soient libéralisés sur le continent africain. Il y a des services prioritaires qui ont été déterminés, le tourisme, le transport, le service en lien avec la télécommunication, ceux qui sont en lien avec le financier et aussi les services aux entreprises. Et donc, du coup, pour que chacun puisse bénéficier de cette libéralisation, il y a beaucoup d'efforts à faire, que ce soit les gouvernements pour être sûr que l'accord soit mis en œuvre et respecté, et notamment les entreprises. Les entreprises sont celles qui commercent, sont celles qui ont besoin d'avoir un environnement qui leur permette d'échanger avec un minimum d'entraves. Et évidemment, ça va prendre du temps. Vous l'indiquiez, l'accord est censé être déjà mis en œuvre depuis le 1er janvier 2021, mais en fait, sur le terrain, rien de concret n'a été échangé. Et c'est seulement il y a quelques semaines, à la fin du mois de septembre, le 30 septembre précisément, que le premier bien, il s'agissait de batteries exportées du Kenya vers le Ghana, qui ont été échangées dans le cadre de l'accord de la zone de libre-échange continentale. Donc ça veut dire qu'on a passé plus d'1 an et demi sans que le commerce soit réellement effectué sur le terrain. Et là, on commence à peine, depuis fin septembre, à voir des biens qui commencent à être échangés. C'est très bien, une initiative comme ça qui vient un peu booster les choses, Simon, mais il y a quand même lieu de se questionner. Vous l'avez dit, c'est en 2021 qu'on a lancé la ZLECAf, mais 1 an plus tard, les choses traînent toujours. Ce n'est qu'en septembre qu'on commence à avoir du mouvement sur le terrain. Et là encore, une initiative qui ne réunit que 7 pays sur la 50aine qui ont pourtant ratifié l'accord. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter? Est-ce que la ZLECAf va véritablement, avec cet élan-là, avec ce rythme-là, atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés dès sa création? Alors vous avez raison, c'est vrai que ça a démarré relativement lentement, mais il faut dire tout de même que il y avait beaucoup de sceptiques au début, et même si les calendriers n'ont pas forcément été tenus comme envisagé, beaucoup de progrès ont déjà été réalisés. Je pense que déjà c'est un bon point. C'est vrai que cette initiative guidée sur le commerce est importante à différents égards. Déjà, pour démontrer l'efficacité des instruments légaux de la ZLECAf, parce que ça reste à démontrer, c'est sur le papier à l'heure actuelle, et le fait que les pays commencent à commercer entre eux est quelque chose de très important. Ça va vraiment permettre de tester et de voir si la ZLECAf peut atteindre ses objectifs. Et donc, du coup, ça permettra aussi d'obtenir des retours des pays pilotes qui ont été sélectionnés, de voir si le secteur privé est lui aussi prêt à en fait participer au commerce dans le cadre de la ZLECAf, et aussi d'identifier de possibles interventions qui devraient être mises en œuvre pour permettre de faire que la ZLECAf fonctionnera mieux à grande échelle. Donc à la CEA, nous avons aussi un certain nombre d'initiatives que nous mettons en œuvre pour essayer d'aider les pays à prendre le mieux possible l'avantage de la ZLECAf. Nous avons par exemple, nous aidons les pays à leur demande à développer des stratégies nationales de mise en œuvre de la ZLECAf. L'idée est d'avoir un document avec un plan d'action qui est très clair et une feuille de route. Et en fait, si vous voulez, une fois que la stratégie a été développée et validée par le pays, on essaye d'accompagner les pays en question à mettre en œuvre des actions prioritaires qui ont pu être identifiées pour la mise en œuvre de la ZLECAf.
Donc jusqu'à ce jour, on a 23 pays pour lesquels leur stratégie nationale de la ZLECAf a été validée. Et on a 18 pays pour lesquels le développement de la stratégie est encore en cours. On espère que l'identification des priorités pour la mise en œuvre pour ces pays en question permettra aux pays de pouvoir donc exécuter leurs engagements dans l'accord de la ZLECAf le plus rapidement et le mieux possible. On a aussi une activité importante pour le secteur privé, pour lequel on a un indice pour le secteur privé qui essaye d'identifier via des questionnaires qui sont donc administrés auprès du secteur privé, toutes les composantes du secteur privé, que ce soit les micros, les petites et moyennes entreprises, mais aussi les grandes entreprises, pour bien comprendre les défis auxquels ils font face avec la ZLECAf. Et c'est un outil dynamique, c'est-à-dire que ça permettra de mesurer les perceptions du secteur privé au fil du temps lors de la mise en œuvre de la ZLECAf, pour bien comprendre quelles sont les difficultés auxquelles les entreprises font face pour commercer dans le contexte de la ZLECAf et comment nous pouvons mieux les aider pour qu'ils puissent mieux bénéficier de la ZLECAf. Alors, la ZLECAf, c'est donc des États africains, de nombreux États africains. On parle de 54 qui ont déjà ratifié l'accord. Et puis, parmi ces États, il y a de grosses pointures, telles que le Nigeria, le Ghana ou encore l'Afrique du Sud. Comment est-ce que va se faire la régulation de tout ça pour ne pas marginaliser les petits États? Parce que ce que représente économiquement le Nigeria, ce n'est pas la même chose que le Gabon, ce n'est pas la même chose que le Sénégal ou le Mali. Est-ce qu'il n'y a pas des États qui vont se sentir marginalisés? Et comment est-ce que la CEA va procéder pour aider ces États-là ou pour aider à ce que les choses se fassent de façon dans les règles, on va dire? Vous avez raison. Donc déjà, effectivement, il y a 54 pays qui ont signé l'accord, 44 qui l'ont ratifié, et des économies africaines très diverses, comme vous le dites, des petites, des plus grandes, des États insulaires aussi, beaucoup de pays qui n'ont pas accès à la mer également, et ça a une importance pour le commerce. Ça veut dire qu'il faut développer les transports routiers et aussi ferroviaires le plus rapidement possible pour que la ZLECAf puisse fonctionner. Alors, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en œuvre pour notamment venir en aide aux pays qui seraient censés bénéficier le plus difficilement de l'accord. Alors en fait, si vous voulez, si je reviens par rapport à ce que j'avais dit au tout début de notre entretien, sur nos analyses montrent que même les petits pays bénéficieront de la ZLECAf, et quand on voit le potentiel pour l'industrialisation, ils sont évidemment concernés. Il y a un potentiel d'industrialisation assez important. Notamment, il faudra les accompagner à développer des chaînes de valeur, donc identifier des chaînes de valeur porteurs pour ces pays et les aider à développer. C'est une des actions que nous menons à la CEA. Et il y a aussi des mécanismes qui ont été mis en place. Par exemple, l'Afreximbank, la banque export-import du continent africain, a mis en œuvre une facilité d'ajustement qui pourrait venir en aide à ceux qui auraient des pertes, des coûts par rapport à la ZLECAf. J'indiquais au tout début de notre conversation le fait que pour certains pays, les recettes tarifaires étaient très importantes, et donc ce mécanisme d'ajustement s'adresse aussi à eux en priorité, de manière à pouvoir les aider à mitiger les pertes potentielles en termes de recettes tarifaires pour lesquelles ils pourraient faire face avec la mise en œuvre de la ZLECAf. Vous avez parlé des règles d'origine au début de notre conversation, ces règles d'origine qui sont un obstacle majeur. Où en est-on avec les négociations portant sur ces règles-là, qui consistent essentiellement à déterminer les nationalités de milliers de produits pour éviter le dumping, ces règles vont permettre à la ZLECAf d'avoir un succès franc. Est-ce qu'aujourd'hui, on est bientôt au terme des négociations, ou encore il y a du chemin à faire? En termes de chiffres, s'il fallait parler en termes de pourcentage. En fait, si vous voulez, jusqu'à présent, c'est vraiment ce qui a aussi retardé la mise en œuvre de la ZLECAf et vraiment pour les pays de commercer.
Les négociations sur les règles d'origine ont été très longues, très épineuses. Donc, pour rappeler à tout le monde, il y a deux phases dans les négociations. Une première phase sur le commerce des biens, dans lesquelles s'inscrivent les questions des règles d'origine, aussi sur les commerces des services, un mécanisme de résolution des différends. Et donc, c'est dans le cadre de cette première phase qui a été commencée dès 2015, lorsque les négociations ont officiellement débuté. Les questions des règles d'origine ont pris beaucoup de temps et c'est ce qui a retardé donc, les échanges. Actuellement, il y a deux sujets, deux secteurs pour lesquels les règles d'origine restent problématiques. Le textile et l'habillement et l'industrie automobile. Et donc, en pourcentage, on est autour de 10%. Du total des lignes sur lesquelles les négociations se font, pour lesquelles les règles d'origine restent à être conclues. Pourquoi en fait, ces deux secteurs-là posent problème, Simon Mével? Pourquoi on a du mal avec ces deux secteurs que vous venez de citer? Et si vous voulez, il y a un problème qui est important et qui nous ramène à des choses qui pourraient paraître peu concrètes, mais qui sont très importantes. Le manque de données. Le manque de données dans les pays africains. Et en fait, pour être sûr que l'on négocie de manière informée sur les règles d'origine, notamment dans l'industrie automobile et les textiles, il faut bien savoir, pour pouvoir prouver l'origine, d'où proviennent les intrants que l'ensuite on utilise dans la transformation pour ensuite exporter un produit fini. Et si vous voulez, on n'a pas de très bonnes données sur les intrants dans le secteur du textile et de l'habillement et aussi de l'automobile en Afrique. Et donc du coup, les pays africains sont même venus vers nous à la CEA pour essayer de les aider en termes d'affinement et de collecte de données dans ces secteurs pour les aider à finaliser les négociations sur les règles d'origine. Donc on a un problème sous-jacent de données qui ne permet pas, parce qu'elles sont insuffisantes et de qualité insuffisante à l'heure actuelle, pour que les négociateurs puissent prendre des décisions bien informées. Et donc là, vous voyez, on parle de données d'un côté qui ne paraît pas concret du tout, et d'un autre côté de mise en œuvre sur le terrain. Et vous voyez le lien qu'il y a, le chemin qu'il y a entre collecter les données nécessaires pour que les négociations puissent se faire et se conclure afin que les entrepreneurs sur le terrain aient un accord qui puisse leur permettre d'échanger avec leurs partenaires entrepreneurs des autres pays africains. Avant de nous séparer, Simon Mével, voilà la question de l'internaute, c'est celle de Thomas depuis le Rwanda. Alors lui dit, l'objectif de la ZLECAf est entre autres de doubler le commerce intra-africain d'ici à 2035. La ZLECAf n'est-elle pas trop ambitieuse pour devenir une réalité? Je pense qu'il faut être ambitieux et la question de l'internaute est très pertinente. En fait, c'est notre étude même. Si vous remontez à 2012, on avait fait une étude sur l'impact de la ZLECAf. Donc, on était même avant, au tout début, quand la décision a été prise de vouloir négocier ces questions dans le cadre de la ZLECAf. On avait estimé que le commerce africain pourrait doubler dans les 20 années à venir. Et donc, voilà d'où vient ce chiffre. Je pense qu'il faut être ambitieux. Je crois que c'est réaliste de penser que le commerce intra-africain pourrait doubler entre, disons aujourd'hui et 2040-2045, quand la ZLECAf sera totalement mise en œuvre. Il va falloir une vingtaine d'années pour que la ZLECAf soit mise en œuvre. Et donc, du coup, vous allez voir que les bénéfices vont mettre du temps à se matérialiser, à concrétiser. Il faut être ambitieux. L'accord lui-même est ambitieux. Les zones de libre-échange, normalement, se limitent aux échanges de biens et de services. Mais là, comme on l'a évoqué dans notre conversation, on va bien au-delà. Il y a les questions en lien avec l'investissement, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence, le commerce digital. Donc, des questions qui sont très importantes et qui vont permettre de faire en sorte que les bénéfices puissent se matérialiser. À la CEA, nous avons notamment fait une étude aussi sur la question des transports. Les transports sont très importants et on a essayé d'évaluer
le nombre de camions, le nombre de trains, le nombre d'avions qui seraient nécessaires d'ici à 2035 pour pouvoir réaliser les objectifs de la ZLECAf. Et les estimations sont très importantes. Et en termes de coûts, on est à peu près à 400 milliards de dollars qu'il faut trouver pour pouvoir financer les infrastructures de transport dans les 20 prochaines années pour pouvoir réaliser les objectifs de la ZLECAf. Donc oui, c'est coûteux, oui, c'est ambitieux, mais je pense que le continent est à un moment où il peut réaliser réellement ses objectifs. Si vous voulez, peu de gens croyaient en la ZLECAf il y a 2-3 ans, juste avant Covid. Et je crois que le reste du monde envie maintenant le processus qui vraiment se met en route. Et je crois qu'il faut pouvoir espérer pour l'Afrique que la ZLECAf se réalise. Et je crois qu'à la CEA, nous y croyons. Et moi, personnellement, j'y crois. Mais il faudra accompagner tous les acteurs du mieux possible pour que ça puisse se réaliser. Merci à vous, Simon Mivel, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert au Centre africain pour la politique commerciale de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Alors, les experts sont unanimes. Le succès de la zone de libre-échange continentale africaine dépendra de la manière dont les États membres mettront en œuvre les réformes de l'accord. Les négociations en cours sur les derniers éléments déterminants du pacte commercial, notamment les règles d'origine, constituent un obstacle majeur, on vous l'a dit. Mais soyons optimistes et considérons, comme certains, que la coupe est à moitié pleine et non à moitié vide. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.